à tous. Aujourd'hui, c'est un lieu hors des sentiers battus que nous allons découvrir ensemble. Ici, à Paris, derrière ces murs, le mobilier national conserve quelques-uns de nos plus précieux trésors. Des meubles, des tapisseries, des pendules, des objets d'art, tous plus étonnants et magnifiques les uns que les autres, et qui ont accompagné le destin de nos rois, de nos reines, de nos empereurs ou de nos présidents. Des objets témoins de notre histoire. Allez, suivez-moi, nous allons découvrir ensemble le mobilier national. Les collections du mobilier national, c'est un trésor de 100 000 biens culturels qui ont été créés par des artisans d'art ou des artistes, les meilleurs du moment pour les rois de France, les empereurs, la République. Absolument magnifique. Des savoir-faire rares qui sont perpétués. On est un peu au cœur de l'exception culturelle à la française. Là, vous rentrez en fait dans la réserve la plus précieuse, qui est toujours fermée à clé et qui est en fait un peu le saint des saints pour le textile. À partir du XVIe siècle apparaissent les tapissiers valets de chambre du roi. Ils transportent les meubles dans des coffres, des chariots, etc. Ils accrochent, ils entretiennent. La cour s'installe et lorsque la cour part, ils sont chargés de retirer tous les meubles, de les mettre dans des chariots et de partir ensuite vers le château suivant. On s'est rendu compte, par rapport au règne de François Ier, de Henri IV et de Louis XIII, qu'il restait très peu de mobilier de ces rois. Et la volonté de Louis XIV, comme il désirait porter le mobilier royal à un haut niveau de richesse et de somptuosité, était donc de protéger tout le mobilier, aussi bien d'étoffes que d'ébénisterie.
Ils étaient inscrits dans le journal du garde-meuble, qui est un document très précieux, sorte d'état civil de ce mobilier. On donnait à ce moment-là un numéro au meuble, on indiquait le jour d'enregistrement et une description rapide du meuble, ainsi que l'artisan qui l'a livré. Ces inventaires sont rédigés de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une succession donc de chapitres qui abordent les objets par matière. Vous avez par exemple ici les pierreries, ensuite la vaisselle, vous avez ensuite les tapisseries, ce qu'on appelle les grands meubles, c'est-à-dire les meubles de textile, les meubles d'ébénisterie, c'est-à-dire les cabinets, pieds de table, etc. Vous avez dans la marge des inscriptions qui permettent de voir le devenir de certains objets quand ils ont disparu. Par exemple, ici, on a déchargé le présent en entier ayant été délivré par ordre de son Altesse royale pour l'établissement de l'hôpital royal de Versailles. Donc voilà, on retrouve un peu un exemple d'un objet donné par le roi à un hôpital. Ce qui subsiste à l'heure actuelle, qui a pu être identifié par rapport à ce qui est décrit dans ces volumes, est dérisoire. Outre leur rôle de prestige, les tapisseries jouaient un rôle pratique, tout d'abord de camoufler des murs nus en pierre, mais également de protéger du froid, de protéger de l'humidité et des courants d'air. Généralement, les tapisseries étaient suspendues sur tout le mur et s'il y avait une porte, elles passaient devant la porte. Donc pour sortir de la pièce, il fallait soulever la tapisserie et cela présentait l'avantage d'éviter des vents coulis, ce genre de choses. Cette tapisserie est particulièrement remarquable. Elle mêle fil d'or, fil de soie, fil de laine. Et on peut apprécier également la grande vivacité des couleurs, la variété des coloris. On voit des violets, des verts, des bleus, des rouges éclatants. Il s'agissait d'œuvres que l'on mettait parfois plusieurs années à tisser et pour lesquelles un nombre très important d'artisans devait être sollicité. Il y avait des lissiers spécialisés notamment dans les visages, d'autres dans le traitement des éléments décoratifs, des fleurs, des animaux, des objets. Il s'agissait d'œuvres extrêmement luxueuses, générant des coûts de production très élevés. La manufacture des Gobelins reprend une idée de Henri IV qui déjà dans les galeries du Louvre avait réuni quelques ateliers de tapissiers.
Louis XIV a développé cette idée en l'élargissant au mobilier, mobilier d'argent, mobilier d'ébénisterie. Donc on voit ici le roi accompagné de Colbert en train d'admirer la grande variété des productions qui étaient exécutées par les ateliers des Gobelins. Donc on peut voir de superbes tables, des pièces d'orfèvrerie exceptionnelles, gigantesques, des étoffes précieuses, des tapis, des tapisseries. Le but était d'impressionner par la richesse du mobilier, d'impressionner par la richesse de la cour pour montrer que malgré la guerre, malgré les dépenses, le royaume reste puissant et donc redoutable. Ce sont des bijoux à l'échelle d'un espace qui ont éclaboussé le monde, il faut bien le dire. C'est ça qui a fait la gloire de Louis XIV. L'objectif, c'était d'humilier le doge et en même temps de montrer la puissance et la magnificence du roi.
Le mot gobelin était extrêmement connu. Il signifiait tapisserie, aussi bien en langue anglaise qu'allemande, qu'au Danemark, qu'en Suède, qu'en Norvège. On disait qu'on veut acheter un gobelin. Tout le monde savait ce que l'on voulait acheter. Et en général, c'était une tenture comprenant plusieurs tapisseries. Vous avez 2 nappes de chêne. Ces 2 nappes de chêne, elles sont séparées par des bâtons de verre qui courent tout du long et qui séparent les 2 nappes. La nappe avant est libre et la nappe arrière, vous pouvez voir que à chaque fil de la nappe arrière est reliée une petite cordelette de coton. Et ces petites cordelettes de coton, on les appelle les lisses. Et le mot lissier qui nous désigne vient de là. Je fais un allé simple entre les 2 nappes avec cet outil qui s'appelle la broche. Donc là, je fais mon allé normal entre les 2 nappes. Je tasse avec la pointe de la broche. Et après, il faut que je fasse mon retour. Donc si je fais un retour classique, ça ne va pas parce que je défais ce que j'ai déjà tissé. Donc je vais aller chercher les lisses. Et en tirant sur les lisses, la nappe arrière passe à l'avant. Et les 2 nappes se croisent. Là, je passe ma broche et je tasse. Ce geste qu'on pratique aujourd'hui, c'est exactement le même qu'on pratiquait depuis 3 siècles. Et le principe de la chaîne, des lisses et du métier à tisser en lui-même, c'est le même qu'à la création des gobelins. C'est une huile sur papier. Pensez tout de suite à un ciel. Dessus, ce serait peut-être des branchages ou des feuillages ou des oiseaux comme une estampe japonaise. Mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose de complètement abstrait. Et on s'en rendra encore plus compte avec l'agrandissement de la tapisserie. Comment vous avez fait pour le dégrader lui-même? Il y a eu un tracé? Oui, on a délimité un petit peu, vous voyez, on a un peu délimité les zones en fait. C'est imperceptible en fait. Et quand on les voit travailler, c'est là où on se rend compte le temps nécessaire du travail. On voit qu'à chaque fois, elles prennent juste 2-3 fils et qu'elles changent de broche en permanence. La majorité des œuvres, c'est comme ça, oui. Quand on tisse une œuvre, il est très rare qu'on sache à l'avance sa destination. Étant donné que toutes les œuvres qui sont tissées ici servent à meubler les résidences de l'État, donc on ne peut pas savoir forcément quel goût va avoir un ministre ou un autre. Le fait de garder et de promouvoir ces savoir-faire, c'est une forme de résistance, peut-être on peut dire, à l'invasion de la technologie. C'est un autre rapport au temps, c'est l'intelligence de la main. Ce sont des valeurs précieuses qu'il importe de préserver parce que ça fait partie de l'image de prestige de la France et parce que ce sont des choses qui sont belles en soi et qu'il serait dommage d'abandonner.
La savonnerie porte ce nom un peu étonnant pour une manufacture de tapis, tout simplement parce qu'elle a été installée dans les lieux d'une ancienne manufacture de savon, d'où ce nom, installée à Chaillot. Et cette manufacture s'est développée à partir du règne de Louis XIII et a connu son apogée à partir du règne de Louis XIV. Fil avant, fil arrière, je descends le nœud, ainsi de suite. Il n'y a rien qui a changé depuis plus de 400 ans. On voit les emblèmes royaux dans le compartiment central, mais également un nombre important de motifs qui visent à montrer à quel point le royaume est prospère sous le règne de Louis XIV. On peut voir par exemple des cornes d'abondance qui viennent signifier qu'on est à une époque où le royaume de France connaît son apogée. On a des scènes de paysages complètement idéaux, des scènes de trophées pour montrer la puissance également du royaume de France. En somme, on est devant une commande qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de toutes ces grandes commandes royales visant à mettre en scène la gloire du souverain. Lorsqu'il y avait des enfants qui perdaient leur père, ou donc du coup la mère ne pouvait plus subvenir aux besoins, on demandait s'ils pouvaient entrer comme apprentis, soit au Gobelin, soit à la savonnerie. Donc c'est un peu une politique sociale de la part de la couronne. C'est pas systématique, mais ça entre dans cette politique sociale. On va faire venir des dentelières de Venise notamment pour piquer leur technique. On va espionner, enfin, ça va être toute une histoire d'espionnage industriel pour tenter d'acquérir leur technique. Et après on va développer des points spécifiquement français qu'on va appeler points de France.
C'est ma base de travail, je travaille sur le carton. Je croise mes fuseaux suivant les points codifiés sur le carton et je pose mes épingles sur dans chaque trou pré-piqué pour avoir la régularité des points nécessaires. Là, j'utilise un point de ce qu'on appelle de mat pour réaliser le fond damier qui est dessiné sur le carton. Du coup, on le retrouve là, on le retrouve dans les fleurs et dans toute cette bordure épaisse qui sera la bordure extérieure du tapis, c'est un point de mat. Donc voilà, je croise mon point. Et arrivé au bout, je vais mettre l'épingle pour pouvoir tourner. J'en connais plusieurs centaines, mais il y en a encore beaucoup plus. On ne les connaît pas tous, on en apprend au fur et à mesure. Nous voici dans ces fameux ateliers des Gobelins. C'est ici que depuis Louis XIV et Colbert, les meilleurs artisans fabriquent ces tapisseries qui émerveillent le monde. Aujourd'hui, une centaine d'artisans y sont à l'œuvre. Avec le garde-meuble de la couronne, Louis XIV et Colbert ont mis en route un outil de production qui fonctionne encore aujourd'hui et qui a gardé tout son prestige. Actuellement, 9 tapisseries sont en fabrication sur les métiers des Gobelins. Après Louis XIV, Louis XV a de grands projets pour le garde-meuble. Il décide de lui dédier un hôtel particulier, un bâtiment somptueux qui se situe sur ce qui va devenir la place de la Concorde. Ce bâtiment existe toujours aujourd'hui. Il est occupé par le ministère de la Défense et donc fermé au public. Mais très exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation d'y faire entrer nos caméras. C'était à la limite de Paris et c'était dans une zone considérée comme très insalubre. Parce qu'il y avait cet immense espace de la place de la Concorde qui n'était pas pavé mais boueux. Et il n'y avait pas de pont encore pour passer sur la rive gauche. Et à côté commençait tout de suite le bois des Champs-Élysées qui était horriblement mal famé. C'est comme le bois de Boulogne d'aujourd'hui, si vous voulez. Il y avait pas mal de créatures nocturnes. Tout le public pouvait visiter les mardis les salles d'exposition. C'était gratuit, c'était protégé et gardé. C'est la première fois que vous aviez cet ancêtre du musée dans l'acception que l'on a maintenant. La première salle montrait les armures et les armes des rois de France, les armures de gala, donc les plus somptueuses. Ensuite, une longue galerie présentait les meubles d'étoffe les plus prestigieux et les plus riches, donc brocarts, meubles brodés de perles, tapisseries. Et dans la dernière salle, vous aviez les vases en pierre dure de la couronne, donc en jaspe, en lapis-lazuli, en agate, avec leur monture d'or et d'argent. La richesse des collections éblouissait les visiteurs, et entre autres, un militaire qui écrit ses mémoires du temps de Napoléon se souvenait de l'impression qu'avaient fait sur lui, enfant, les armures des rois de France.
À Paris! Le roi à Paris! Prenez bien soin de mon pauvre Versailles, dit le roi à monsieur de Gouvernay quand il quitte le château, et il ne le reverra plus. Avec la chute de la monarchie, le garde-meuble n'avait plus de raison d'être. Sa charge était de meubler les résidences royales. Faute de monarchie, plus de résidence royale. Donc, petit à petit, à partir de 1792, on a posé les scellés sur toutes les résidences royales. On a fait des inventaires très précis. En faisant deux lots, un lot qu'il réservait et un lot qui devait être vendu. Et les conventionnels avaient tout à fait conscience qu'ils avaient un trésor qu'ils pouvaient monnayer. Une date qui a marqué, ça a été le retour du bureau du roi en 1957. Parce que le bureau du roi a une valeur de symbole comme étant la plus belle pièce d'ébénisterie du XVIIIe siècle. D'un seul mouvement de clé, le mécanisme permettait de déverrouiller le système, de permettre de relever le cylindre et de permettre au souverain de tirer les petits tiroirs latéraux. Et ces mécanismes sont complétés par d'autres mécanismes internes au meuble qui consistent en fait à deux loquets qui, une fois que le cylindre est soulevé,
permettent de transformer le plateau soit en pupitre, soit même ce pupitre peut, par un système de bascule, s'ouvrir et laisser apparaître une cache dans laquelle vous avez à nouveau 3 petits tiroirs. Les principales modifications ont été dans les médaillons latéraux, eh bien, le changement des doubles L, qui était en fait le chiffre de Louis XV, est remplacé par ces plaques de porcelaine de Wedgwood. Et de la galerie des glaces où le déjeuner devait être servi, comme il le fut voici bientôt 20 ans au roi George VI son père, Sa Majesté Élisabeth pouvait découvrir par les immenses baies l'ordonnance magnifique des jardins de Lenôtre, où les eaux, les pierres, les bronzes et les feuillages s'unissent pour dessiner l'un des plus beaux cadres du monde. Alors le partenariat avec le Mobilier National nous apporte une grande quantité de meubles, une centaine de meubles de très très grande qualité. Certains d'entre eux sont des bons meubles. Alors quand à Versailles on dit qu'il s'agit d'un bon meuble, ça veut dire le bon meuble à la bonne place, c'est-à-dire le meuble qui était véritablement là. On est au cœur du château. Et pour les gens qui vivaient à Versailles, ils pouvaient vivre une vie entière et ne jamais pénétrer dans ces pièces. On s'est efforcé de donner, par le nombre d'objets, cette idée de densité que l'on trouve dans les inventaires. Et on est au plus haut niveau de qualité, parce que je pense que c'est l'une des pièces au monde où l'on a le plus grand nombre de pièces de mobilier ou d'objets d'art qui ont véritablement appartenu à Marie-Antoinette. Mais on ne peut pas évidemment dépouiller l'Élysée comme on pourrait dépouiller le secrétariat d'une administration secondaire en province.
Quand je suis rentré dans la salle de transit du Mobilier National, je suis tombé sur ce paravent. Et évidemment, je n'attendais que lui, je ne l'avais jamais vu en réalité. Je le connaissais, mais je ne l'avais jamais vu. Et évidemment, quand il est apparu comme ça, dans toute sa splendeur, dans toute sa force, je me suis dit, voilà, il faut qu'il retourne à Versailles, il n'y a pas d'autre choix. Voilà la lanterne qui va merveilleusement ici. Oui. Elle est parfaitement... elle remplit vraiment le volume. De toute façon, elle correspond au point de vue des dimensions. Ça enrichit considérablement la pièce. Puis on voit que c'est une pièce absolument extraordinaire par la qualité de la ciselure, par l'originalité aussi des motifs. Et elle coûtait un prix fou déjà à l'époque. Oui, oui, un prix astronomique, on peut le dire. Quand on se rappelle toutes les négociations qu'il y a eu pour l'obtenir, à peu près 4 ans. Oui, ça a été un petit peu une succession de péripéties. Cette lanterne, on la remet dans un contexte où il y a une cohérence historique. Voilà. Cette cohérence historique, elle n'existait pas à Matignon. Le deuxième argument, c'est de dire que ce sera vu par le public. Et ça, c'est un argument auquel le Premier ministre a été extrêmement sensible. Voilà, les arguments les plus forts. Cette table était à l'hôpital de Fontainebleau. Malheureusement, elle a été volée. Et pendant son vol, elle a été endommagée, c'est-à-dire que le marbre a été laissé sur place, mais cassé en plusieurs morceaux. La table a été retrouvée chez un brocanteur, coupée en deux pour passer un peu inaperçue. Il a fallu déjà refusionner les deux parties qui étaient coupées. Et malheureusement, elle a perdu le motif central. C'était un bouquet de fleurs. J'ai une surface qui n'est pas du tout sensible à l'eau. Donc ça veut dire qu'elle est soit cirée, soit vernie, soit huileuse. Mais j'ai des petites pépites de dorure et j'ai une couleur qui apparaît un peu verte. Donc là, je vais m'attaquer à autre chose que de l'eau parce que j'arrive pas à voir suffisamment profondément. Donc je vais prendre des solvants. On est dans une sculpture très Louis XIV ici. On a quelque chose, de très sculpté. Oui, c'est quelque chose de très 17e. Les années 1670, 1680, enfin, la grande époque versaillaise. Oui, oui, tout à fait. On voit très nettement des pépites d'or en dessous, qui sont très présentes. Ce sont des sortes de paillettes, en fait, qui sont... C'est plus que des paillettes, regardez. C'est plus que des paillettes. Regardez, Jean-Jacques. Ah oui. Il y a de la très belle dorure. Alors à quoi elles correspondent, ces pépites, en non, quelque sorte? Je pense que le décor d'origine était doré, en fait. C'était entièrement doré. Ouais. C'est absolument magnifique. Regardez. On est, à la base, je pense, sur un meuble de très grande qualité. Oui. On peut imaginer qu'elle était dorée quand elle était à la cour, et puis quand elle passe à l'hôpital, on juge que c'est trop riche, et on la peint à ce moment-là dans un ton un peu bleuté, plus neutre, plus monastique. Ça, c'est pas impossible aussi. Ouais.
espère un jour la présentation, soit dans une galerie comme la Galerie des Gobelins au Mobilier National, soit dans un lieu plus prestigieux comme au Louvre, si l'objet en vaut la peine. En 1870, une mesure effectivement de précaution, et qui a été vraiment une mesure miraculeuse à cet égard, a consisté à rapatrier au Louvre un certain nombre de meubles qui étaient déposés dans les différents palais et liés bien sûr au Mobilier National. Et puis ensuite, il y a le très gros versement de 1901 du Mobilier National qui là est le fonds constitutif du département des objets d'art, avec effectivement un ensemble tout à fait éblouissant de meubles, de bronzes d'ameublement et de tapisseries. Ce sur quoi on peut fixer son regard, c'est la qualité de la frise scandée par ces motifs de masques de lion qui viennent se placer au-dessus des chapiteaux, très délicatement découpés dans des figures d'acanthe. Le pied lui-même est en forme de carquois, c'est un thème récurrent de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il est traité ici avec une particulière élégance. Voilà, elle est difficilement lisible. TU, sous une couronne fermée avec le numéro d'inventaire. C'est la marque au pochoir noir sous Louis-Philippe du Palais des Tuileries. Ça veut dire que ce siège était dans un appartement officiel des Tuileries sous Louis-Philippe vers 1840. Dans les années 30, ils ont fait des cartes postales, des photos. Par exemple, celle-ci qui est très connue, qui est la vue côté cheminée, ce qu'on est en train de reconstituer là. Celle-ci est peut-être beaucoup moins connue, c'est la vue côté alcôve. Et celle-là, on a réussi à la retrouver et elle nous permet d'avoir donc cette vision 360 qui permet de compléter idéalement le grand salon tel qu'il était. Bon, ça fonctionne parfaitement. On retrouve exactement ce que l'on a sur la photo. À la fois les deux rangs parallèles de sièges pour la représentation, l'écran de cheminée qui axe les deux rangs de fauteuils, de sièges. On essaie de se mettre à la place de ces occupants qui ne sont plus là et de façon à ne pas trahir leur goût et la façon qu'ils avaient de vivre. C'est ça qui est important, c'est ça qui finit par faire sens parce que à la fin, évidemment, on se sent dans quelque chose de chaleureux, dans quelque chose de vivable.
on a la chance pour nous, mais la malchance pour lui, que le maréchal de Saxe soit mort à Chambord en novembre 1750. Et donc on a fait ce qu'on faisait dans toutes les successions, on a fait un inventaire après décès. Et donc grâce à cet inventaire, puis à d'autres inventaires, au moins un au XVIIIe et un révolutionnaire, on a une sorte de photographie de ce qui restait de mobilier au château en 1750. C'est un meuble intéressant puisque c'est un meuble qui provient du fonds du ministère de la Guerre. Le ministère de la Guerre est un des ministères régaliens de l'Ancien Régime qui était installé à Versailles, près du château. Et quand les ministères déménagent à la Révolution, dès 1789, la plupart des ministères emmènent leurs meubles. Donc c'est certainement un meuble de l'ancien fonds du ministère de la Guerre à Versailles. Nous sommes ici dans la galerie des Gobelins. C'est la seule partie du mobilier national qui soit ouverte au public. Vous pourrez y admirer quelques-uns des plus précieux trésors de la tapisserie française. Nous venons de le voir, les trésors que conserve le mobilier national permettent de remeubler quelques-uns de nos plus beaux châteaux. Mais sa mission la plus importante est aussi de veiller à l'ameublement des lieux où travaillent ceux qui nous gouvernent, comme l'Élysée ou les ministères. C'est le rôle des inspecteurs. Trois. Oui, ils ont changé de salon. Ils sont dans le salon des muses. On ira les voir tout à l'heure. Là. Donc ça, celui-là, c'est fini, il n'est plus dans cette pièce-là. Les deux commodes, elles sont là. Elles sont là. On les a vues. Il y a les tabourets. Alors les tabourets. À la fin de l'inspection, on regarde si on a bien tout coché. Si on n'a pas tout coché, il s'agit de retrouver l'objet. Donc on va refaire toutes les pièces jusqu'à ce que l'objet soit identifié. S'il n'est pas identifié, on fera un courrier pour leur demander de continuer les recherches.
Et si jamais l'objet vraiment on ne parvient pas à retrouver l'objet, là on demandera un dépôt de plainte. C'est une mission qui est quand même importante dans la mesure où c'est quand même le patrimoine de la France. Je vais photographier les marquages, donc les marques anciennes et le GNTC, la marque actuelle. Là, c'est bon, la marque est assez grosse, on n'a pas de problème pour la trouver. Le décor ne suffit pas à lui-même, le lieu a besoin de vibrer, de vivre. Et puis, quand on explique à certains visiteurs du Grand Chancelier que ce sont les sièges de la Grande-Duchesse de Toscane, sœur de l'empereur, les gens, avant de s'asseoir, regardent toujours le meuble un peu différemment qu'une chaise ou qu'un fauteuil ordinaire. Il y a juste une chose, c'est qu'il faudra qu'on prévoie, vous voyez, l'aiguille qui montre les minutes. D'accord, vous avez perdu un élément. Il manque un petit et élément. vous l'avez gardé, bien sûr. Bien sûr. Donc, et il faudrait qu'on prévoie la restauration, de l'aiguille. Bon, très bien, on va le marquer. Je pense que c'est en les mettant à l'heure toutes les semaines que le petit morceau, c'est fragile. Comme c'est très fin. Donc je le note alors, l'aiguille. Une restauration. Restauration de l'aiguille. Quand le président reçoit des gens dans son bureau, ils sont certainement invités à s'asseoir sur ce salon. Donc, je vous montre l'ancien tissu, voilà, qui était sur le fauteuil juste avant. Vous voyez, c'est surtout la partie jaune qui s'est patinée naturellement. Vous voyez, sur le nouveau tissu, le jaune est quand même plus flagrant. Après, c'est la lumière qui atténue les couleurs. Donc c'est pour ça qu'on change le tissu, pour que ça reste toujours impeccable. Pour une maison comme l'Élysée, il faut quand même que le mobilier reste en excellent état. Le tissu doit être posé exactement de la même manière d'un siège à l'autre. C'est au millimètre près. On n'oserait pas s'asseoir dessus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on les fait, mais il ne nous viendrait pas à l'idée de nous asseoir dessus. Ils sont faits pour le président. C'est comme un plâtre très fin qui est mélangé avec de la colle de peau, des colles animales, et on l'applique avec des petites brosses et des pinceaux sur le bois. Voilà, ça permet ensuite de faire, une fois que c'est sec, de faire des lissages et de faire disparaître tous les défauts du bois. Voilà, je prépare la colle de peau de lapin qui, lui, va nous servir à poser la poudre d'or. Donc alors, on a cette poudre d'or qui va nous servir à reconstituer les usures. On va procéder par pigmentation. Le principe, c'est une fois avoir appliqué la poudre, c'est de brunir, c'est-à-dire de donner une brillance à l'or. Voilà, parce qu'une fois que l'or est posé, il reste relativement mat. Voilà, donc là, on va vouloir recréer une brillance. Donc, c'est une sorte de polissage. Voilà. Et donc, on voit là les parties qui commencent à briller. Voilà. Voilà, alors que les fonds vont rester mats. À titre indicatif, il y a quand même 1600 mètres de tissu. Ça, c'est parlant, parce que quand on dit aux gens 1600 mètres, ils se représentent quand même. Il y a 180 mètres de franges à quilles, là. Et ces rideaux-là, je pense que c'est plutôt les autres, là, ils pèsent 17 kilos chacun. Donc,
C'était à remuer à l'atelier quand on les a fait, c'était quand même un peu costaud. Hein. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Là, vous rentrez en fait dans la réserve la plus précieuse, qui est toujours fermée à clé et qui est en fait un peu le saint des saints pour le textile. Donc là, on est dans la réserve des Soieries. C'est une réserve qui possède des trésors et des trésors inestimables, comme tout ce qui était lié à l'histoire du garde-meuble depuis son origine jusqu'à nos jours, et surtout à l'ameublement des châteaux. Donc on a par exemple des éléments du XVIIIe siècle, dont les plus anciennes commandes sont celles de 1730, dont je vais vous montrer un exemple. Alors quand vous voyez déjà la lourdeur et en fait l'épaisseur du tissu, voilà, Émilie, si tu peux m'aider. En fait, on se rend compte qu'on a un état de conservation déjà extraordinaire et en plus, on se rend compte de la qualité puisqu'on a différents types de fils d'or. Là, vous avez des fils d'or le plus simple qui existe, c'est-à-dire qu'on a une âme en soie et on va mettre un fil d'or autour. Après, vous avez un petit peu plus épais, on va prendre un fil plus épais et on va tourner au plus large avec un bout d'or plus grand. Et vous avez ce qu'on appellerait presque de la cantille, qui est en fait carrément un élément de métal enroulé qui fait une espèce de ressort sur un fil d'or. On n'a pas d'oxydation, donc la qualité de l'or était assez extraordinaire. Les échantillons directement arrivés de Lyon. Et aussi de Venise. Magnifique. On a dit une comme ça. Une comme ça. 3 comme celle-là. C'est là le tissu brodé rouge. On va faire livrer en 1785 un ensemble pour Marie-Antoinette avec des grands éléments et surtout des très gros papillons. Ça va être mis un été, ça va lui déplaire totalement. Donc en urgence, on va redemander autre chose. En fait, c'est un ensemble qui est encore célèbre aujourd'hui. C'est la seule pièce qui reste au mobilier national liée à cet ensemble et qui a la mémoire de ce travail. Reconnaît au bruit. Voilà ce petit chef-d'œuvre. C'est incroyable. C'est probablement un des plus beaux qu'on ait fait depuis 20, 25, au moins 25 ans. Au Mobilier National, on vient souvent nous voir pour différents modèles, puisqu'on a quand même un fonds de collection important. Mais on a rarement la chance de voir un tissage à bras derrière. Souvent, c'est pour retisser d'un point de vue mécanique. Et là, de se dire qu'on voit tisser un tissu 18e à la manière du 18e, c'est un événement, d'avoir cette vérité historique qui est jusque dans la technique. Mais vous êtes en combien de couleurs, là? Il y a combien de couleurs?
Très bonne question, Sébastien. 32. 32 couleurs. Et là, j'ai numéroté même mes couleurs pour m'y retrouver, parce que j'ai certaines couleurs qui se ressemblent énormément. Après, on a des aides. On a une petite cloche qui est ici, qui vient me dire attention, il y a une couleur qui arrive ou il y a une couleur qui part en fonction de où est-ce qu'on est dans le tissu. Et j'ai des petits mouchets en fait qui sont ici, qui vont m'indiquer en fait la couleur à passer à ce moment-là. On le refait à l'identique, comme s'il était neuf et qu'on allait le livrer la première fois à la reine. Il faut le reconstituer le mieux possible. Donc le dessin, pas très compliqué, on y arrive. La grosse difficulté, comme toujours, c'est retrouver les couleurs. Parce que les couleurs, aujourd'hui, c'est des couleurs qui sont complètement affadies, qui ont disparu, qui ont pu virer, etc. Donc il faut recomposer quelque chose qui aurait pu être. On ne peut pas non plus sauver tous les savoir-faire, c'est absolument impossible. Donc on fait le maximum pour garder nos savoir-faire, mais il y a un moment où il faut quand même savoir déléguer. Ici, on vous a sorti la pendule sympathique qui a été achetée par Louis-Philippe. En fait, il y a une montre que je vais aller vous chercher. Elle est très, très, très précieuse. À midi et à minuit, une tige va sortir de la pendule, va rentrer dans la montre et va remettre à l'heure automatiquement la montre. C'est le principe de la pendule sympathique, c'est l'osmose en fait qu'il y a entre la montre et la pendule qui donne le nom probablement à pendule sympathique, au nom de pendule sympathique. James et Manu, est-ce que vous pouvez me sortir la pendule qui représente Louis-Philippe, s'il vous plaît? Merci. C'est bon? Le sujet de la pendule est indiqué ici. Il est marqué « Le roi Louis-Philippe saigne de sa propre main et rappelle à la vie le courrier de cabinet Werner tombé de cheval sous les roues de sa voiture le 27 octobre 1833 ». Louis-Philippe, en immortalisant cette scène, a voulu montrer qu'en fait il était près de son peuple et qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour sauver son courrier de cabinet. Alors, les pendules, bien évidemment, ont un rôle utilitaire, un rôle décoratif, mais souvent, elles délivrent des messages. Nous sommes dans les ateliers de restauration des tapisseries du mobilier national. Les hommes et les femmes qui travaillent ici sont extrêmement spécialisés. On les appelle des techniciens d'art et autant vous dire que ce sont de véritables trésors qui passent entre leurs mains. Sur les 100 000 chefs-d'œuvre du mobilier national, certains ont une valeur historique en plus de leur valeur esthétique. Autant vous dire qu'ils sont inestimables. Suivez-moi maintenant dans le sein des saints du mobilier national, dans ces réserves fermées au public, où sont conservées des pépites de notre histoire, des meubles qui ont parfois bien failli disparaître à jamais.
Cette chaumière est extraordinaire. Il n'y a pas un espace qui ne soit pas décoré, tout en coquillages divers et variés. On sait qu'ils viennent de la plage de Dieppe et également il y a des coquillages qui viennent des Antilles. Là, ce sont des joncs d'eau, des ajoncs, avec des petites branches de corail. Et l'assise de la chaise repose sur une valve de coquillage. Et ensuite, nous remontons avec un motif tout aussi relié au coquillage, mais qui est ici peint. Et à l'arrière, vous avez un motif d'écaille, qui est peint également. Et vous voyez également la forme de la valve du coquillage. La princesse de Lamballe, à la Révolution, elle avait émigré à l'étranger et par fidélité à la reine, elle est revenue, elle a été emprisonnée. Elle a fait l'objet d'un procès extrêmement rapide, à la suite duquel elle s'est évanouie. Et là, les insurgés ou les révolutionnaires se sont vraiment rués sur sa personne et elle a eu un destin extrêmement funeste. Certains textes disent qu'elle a été déshabillée, puis par la suite décapitée. Sa tête a apparu sur une pique. Cette table, on l'appelle le bureau de Louis XV pour son château de Choisy, mais on l'appelle aussi table de Robespierre. Il y aurait des traces de son sang, puisque c'est sur cette table même qu'il va agoniser pendant pratiquement une journée avant d'être exécuté. Sur le plan des symboles, c'est très fort puisque Robespierre, qui incarne la terreur, l'incorruptible, va agoniser pendant plusieurs heures sur ces vestiges de l'Ancien Régime, sur cette table de Louis XV. Et c'est vrai que donc c'est un beau symbole de la fin de l'Ancien Régime, mais aussi de la chute du nouveau régime, celui de la terreur. Chambre, antichambre et surtout le cabinet de travail qui va être le lieu central pendant les campagnes, là où Napoléon va vraiment faire ses stratégies, étendre ses cartes, discuter avec ses généraux, les réunir. Il va toujours s'asseoir sur le fauteuil, il va accueillir ses généraux avec des tabourets.
Napoléon va emmener sur le champ de bataille tout ce qui peut aussi donner l'image de son empire et de sa place d'empereur. C'est important autant pour son armée, mais aussi pour ses ennemis. Il va choisir les meilleurs artisans pour montrer la force de la France. Il va choisir des tissus de toile de Jouy, qui sont des tissus prestigieux. Il va avoir les meilleures soieries, les meilleures laines. C'est un défilé auquel viennent assister la majorité, la grande, écrasante majorité de Parisiens. On va retrouver le bourgeois, le noble, les gens d'église et le prolétariat des faubourgs. C'est l'empereur qui revient et c'est l'église qui va accueillir les restes. Donc il y a du religieux, du politique, du culturel, de la scénographie, du théâtral. Ce tissu en plus reprend tous les motifs typiquement napoléoniens, le foudre Jupiter, l'aigle et bien sûr le henne. Il y en a aussi avec des éléments d'abeilles. On a commandé un tissu très particulier en fait, puisqu'il est entièrement fait en soie et surtout fibre de verre. En fait, tous les éléments que vous voyez là qui sont totalement dorés ne sont pas du tout du fil d'or, mais un fil de verre dans lequel on a ajouté un oxyde qui donne cette couleur dorée. On voit ressortir des petits éléments de verre. Ce côté fil de verre me fascine et à chaque fois que je le sors me plaît. Et il est aussi une belle image de ce que peut conserver le mobilier national aujourd'hui. Comme vous le voyez, les réserves du mobilier national sont comme un grand livre d'histoire en 3 dimensions. Ici, derrière chaque objet se cache une partie de notre histoire. Mais le rôle du mobilier national est aussi de fabriquer des trésors pour les générations futures. En 1963, le ministre de la Culture, André Malraux, décide de créer un atelier de recherche et création. L'Arc. C'est de cet atelier que va naître en France ce qu'on appelle aujourd'hui le design, un style qui va faire son entrée par la grande porte, le Palais de l'Élysée. On est bien connu à Pignon-sur-Rue, mais l'atelier reste un espace de liberté pour les créateurs dans la mesure où il leur offre une possibilité d'expérimenter des techniques nouvelles qu'ils pourraient difficilement mettre à profit dans le domaine de l'entreprise privée.
très bien. À chaque fois qu'on change de place, à chaque fois que la lumière change, la table change. C'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça. C'est un beau projet. Ça a été un travail énorme. Excusez-moi. C'est la fin d'une belle histoire. Là, il y a 6 trophées. Donc 6 trophées par cette branche, ça fait 42 drapeaux comme ça, à clouter, à chaque fois. Très très fier de travailler pour la République. C'est ici que se termine notre émission, dans ce bâtiment où nous l'avons vu, des hommes et des femmes consacrent leur vie à préserver des trésors qui nous appartiennent afin que nous puissions tous en profiter. C'est aussi grâce à eux que le savoir-faire accumulé par des générations d'artisans continue à se transmettre. Et c'est probablement ce savoir-faire qui est le bien le plus précieux du mobilier national. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et nous partirons ensemble à la découverte de nouveaux trésors.